Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un concept vieux de 30 ans et qui pourtant est toujours là en embuscade dans nos vies modernes avec malheureusement des conséquences sur notre santé psychique et physique. Il s'agit de la fameuse charge mentale et ce sera notre sujet du jour. Alors, en 2024, à quoi ressemble notre charge mentale ? Comment a-t-elle évolué depuis ces 30 dernières années ? Les femmes en ont-elles toujours le monopole ? Et puis surtout, comment limiter ses conséquences sur notre santé, comme par exemple le burn-out ? Eh bien, autant de questions que je vais poser à mes deux invités aujourd'hui. Bonjour Margot Gelin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychologie, responsable pôle recherche et psychologie chez Woodwork. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Vous êtes également auteur d'un livre, Charge mentale, mieux s'organiser et éviter la surchauffe, aux éditions Hubert. Voilà vos conseils. On nous est très précieux aujourd'hui. Bonjour Denis Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes médecin psychiatre et conseiller technique auprès du groupe Vive. Voilà, et on attend également vos conseils, parce que je crois que la charge mentale, c'est un sujet qu'on partage tous aujourd'hui. Mais avant, je vous propose de faire un petit état des lieux sur justement la charge mentale des Français. C'est un reportage d'Élise Comarteau. On la vit, mais comment la définir ? En fait, c'est tout ce à quoi on pense quand on est en train de faire autre chose. Je travaille, je fais à manger, je douche les enfants, je fais le nettoyage de la maison. Comment je vais faire pour faire tout ça ? Mais non, j'y arriverai pas. Enfin, c'est ce genre de choses. On arrive un peu à saturation. Préparer tous les repas à l'avance, toutes les courses, toute la logistique de la maison, des enfants, etc. Travailler, plus les enfants à la maison, plus tout ce qui est maison à gérer. C'est deux emplois à plein temps. Lorsqu'on sent qu'on est complètement débordé, fatigué, qu'on devient agressif, la charge mentale devient trop importante et là il est temps de faire quelque chose. Des douleurs au ventre. Des fois, peut-être le fait de craquer aussi, de pleurer, d'extérioriser. Je pense pas que ça concerne que les femmes. Après, peut-être que les femmes en parlent plus. Ça les met moins à cran que nous. J'ai pas cette charge mentale. Quand j'arrive à la maison, je m'occupe ce qu'il y a à m'occuper, mais lui s'occupe le plus gros, on va dire. Avec la nouvelle génération qui est derrière nous, je pense que les choses s'améliorent. Et puis la Terre s'arrête pas de tourner parce qu'on n'a pas accompli telle ou telle tâche, quoi. La charge mentale, la charge cognitive, c'est un truc qui commence à apparaître de plus en plus, mais c'est des sujets encore pas tabous, mais compliqués à aborder de manière générale. Faire de la méditation et prendre du temps pour soi. Se faire plaisir, acheter des choses qui nous font plaisir. De discuter des fois avec les professionnels, du coup, si on a besoin d'aide. Parfois, le fait de penser qu'on n'est pas toute seule sur le sujet, ça fait un peu de bien, quand même. C'est vrai, les femmes en parlent plus. Il n'y a que des femmes dans ce micro-trottoir, pratiquement. En tout cas, il y a de l'espoir, d'après certains de ces messieurs. La charge mentale, c'est vrai, tout le monde en parle depuis des années. C'est un terme qui est très à la mode, qui a été un peu galvaudé. Alors, comment définir simplement ce concept ? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas seulement une addition de tâches. Margot ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de charge mentale et tout de suite, ça évoque la surcharge mentale, ce trop-plein. En réalité, la charge mentale, c'est quelque chose de tout à fait normal, qu'on a tous, parce qu'on a des capacités qui sont limitées. J'aime bien utiliser cette image. Vous imaginez que dans votre tête, vous avez un espèce de plan de travail. Ce plan de travail, il a une certaine place. Et puis, c'est un peu comme votre bureau. Parfois, tout est bien rangé, vous savez exactement là où vous allez. Puis parfois, ça commence à s'entasser, il y en a trop, ça déborde. Là, on passe en surcharge mentale et c'est là que les difficultés arrivent. Mais là, c'est un problème de rangement dans notre cerveau. C'est un peu un problème de rangement, exactement. Et donc, la charge mentale, c'est juste ces choses auxquelles on doit penser, qu'on ne doit surtout pas oublier de faire. Oui, ça correspond à des fonctions cognitives, en fait, à des capacités psychiques que nous avons. Et certaines sont plus importantes que d'autres. La plus importante, c'est la planification, c'est-à-dire notre capacité à imaginer pourquoi on fait les choses et comment on va les séquencer les unes derrière les autres. Ce n'est pas tellement le fait de faire des choses qui va mettre en surcharge, c'est le fait de les planifier. Comme vous le rappeliez, on a une capacité très limitée, vraiment limitée, de planifier les choses. On ne peut pas planifier 50 choses en même temps.
Alors, d'après un sondage Ipsos qui est paru en 2018, 41% des Français associent la charge mentale à la gestion, l'organisation et la planification constante des tâches domestiques et parentales. 24% de la charge mentale, pour 24%, la charge mentale se résume à une double journée, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Et pour 13%, comme l'articulation entre vie professionnelle et vie privée. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que l'équilibre aussi, quand il n'est pas facile à trouver, peut vite nous mettre en surchauffe. Donc, si j'ai bien compris, ce sont en fait toutes ces informations qu'on reçoit en permanence de notre environnement et que nous devons traiter, qui finalement nous épuisent aussi. Il y a un problème de rangement, mais il y a aussi un problème, comme vous disiez, de capacité limitée. Complètement. On n'a pas la possibilité de mémoriser énormément de choses en même temps et on n'a pas la capacité de porter notre attention sur plusieurs choses en même temps. De la même manière qu'on n'a pas la capacité à être dans 2 endroits en même temps, mais ça, a priori, même si parfois on aimerait, peut-être un jour, on arrive tous facilement à s'en rendre compte. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que dans le milieu professionnel, on est obligé d'être un peu sur tous les fronts. Il y a aussi une forte pression dans ce domaine-là. Oui, dans le milieu professionnel, dans notre vie personnelle aussi, mais c'est vrai qu'on est dans une société de l'immédiateté, avec beaucoup de choses. On a l'impression que tout doit arriver très vite, tout de suite. Et on a parfois du mal à se dire que c'est important de savoir aussi prendre son temps, parce que planifier, ça demande du temps et de l'énergie. Notre cerveau a besoin de temps pour pouvoir faire ça correctement. Oui, et puis la différence entre le professionnel et le personnel est quelque chose d'artificiel. Notre cerveau ne fait pas de différence entre les deux. Il utilise les mêmes capacités. Il ne dit pas, tiens, je bascule d'un monde à l'autre. Non, il est comment je planifie aussi bien la réunion que je devrais faire demain que le fait de devoir planifier les devoirs des enfants. Donc c'est le même appareil psychique qui doit servir à beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'est de pouvoir entraîner ses capacités cognitives pour supporter plus de charge mentale, quelque part ? Alors, est-ce qu'il faut supporter plus de charge mentale ou est-ce qu'il faut être capable de dire non quand on sent que nos capacités arrivent à saturation ? On verra justement quels sont les signes d'alerte. Tout à fait. À quel moment il faut dire non. On parle toujours de la charge mentale des femmes. Alors, c'est vrai, dans le micro-trottoir, effectivement, il y a plus de femmes qui s'expriment. Peut-être qu'elles en parlent plus facilement. Mais sont-elles réellement plus concernées que les hommes aujourd'hui ou est-ce une idée reçue ? Alors, en fait... Je donne la parole à un homme. Alors souvent, on parle de charge mentale, en fait, et on oublie le complément qui est ménagère. Parce qu'en fait, la charge mentale est quelque chose de global, mais le focus est souvent mis sur la partie ménagère. Pour là, culturellement, les femmes sont souvent elles qui détiennent la nécessité de planifier les choses à la maison. Mais il n'y a pas de différence physiologique. L'appareil psychique est le même chez les hommes et chez les femmes. Simplement, culturellement, et on le sait depuis Simone de Beauvoir, qu'on demande aux femmes des choses qui ne sont pas les mêmes qu'aux hommes. Les hommes, on leur demande une performance de l'action, alors que chez les femmes, on leur demande une performance de la planification. Et c'est ça la différence, parce que c'est beaucoup plus compliqué de planifier que de faire les choses. Faire les choses, en gros, c'est automatique. On sait faire les choses. Alors que planifier, il faut mettre beaucoup d'énergie psychique. D'accord. Et les femmes sont peut-être plus vulnérables aussi à la charge mentale parce qu'elles se mettent plus de pression, elles sont peut-être plus perfectionnistes, notamment au niveau domestique. C'est-à-dire que la vaisselle dans l'assiette, ça peut nous déranger, nous en tant que femmes, et peut-être moins un homme, je ne sais pas. Alors je pense que la société, et culturellement, on a un petit peu imposé ça, cette image de la femme qui est capable de tenir un intérieur parfaitement. Après, encore une fois, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes là-dessus. Et je pense que c'est important, et j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens là-dessus, de lutter contre ces stéréotypes-là, parce que plus on va les alimenter, et plus ça mettra la pression à toutes les femmes qui auront l'impression de ne pas s'identifier comme une femme si je ne réponds pas à ces stéréotypes-là. Alors justement, nous avons rencontré Karine et David, un couple devenu collaboratif, et oui, ça existe, en matière de charge mentale. Une solution parmi d'autres pour alléger justement la charge mentale des femmes. C'est un reportage de Cédric Manet. « 7h moins 10, les réveils de Jeanne, puis d'Antonin, le goûter, le cartable, les repas. David, le mari de Karine, a beau être collaboratif, le rythme est dense. Là, il y a par exemple le livre de bibliothèque de l'un, un autre livre de lecture à l'autre, le change auquel il faut penser. Ça charge, c'est ça, c'est bien le mot, ça charge le mental. Après, il n'y a rien de grave dans ces choses-là, mais c'est vrai que tu as envie de bien faire en fait.
Pour Karine, cette charge mentale date d'une période précise, les naissances des enfants et les années qui ont suivi. J'ai eu la sensation en tout cas que parce que c'est moi qui portais l'enfant, c'est moi qui étais responsable de tout. C'est-à-dire qu'on s'est adressé à moi, la maman, au tout début. Maternité, les crèches, l'école. On s'adresse, c'est la sensation que j'ai eue, plus à la femme qu'à l'homme, quoi. Autre effet de cette charge mentale, le privé et le professionnel qui se mélangent. Certains matins, je me suis vue ne plus du tout être en présence ici, mais penser au travail. Et j'y pense, donc j'habille un des enfants, par exemple, et je me précipite dans ma tête à me dire vite, il faut que ça se soit fait, pour que vite j'aille travailler, et que je sois à l'heure et que tout soit OK là-bas, quoi. Cette année, personne dans la famille n'est inscrit à un loisir, une manière de s'accorder des moments de pause. Voilà, Karine a la chance d'avoir un mari collaboratif, mais elle décrit très bien l'exercice difficile de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et c'est vrai que les femmes souffrent plus d'épuisement professionnel que les hommes, d'après les études. En fait, le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre le professionnel ou le privé. Et les femmes n'ont pas un cerveau multitâche aussi, contrairement, exactement. Contrairement à certaines. Et je pense que c'est une idée reçue qu'il est temps de déconstruire. Croyance populaire, c'est pas vrai. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, sans doute, mais non, personne n'est capable de faire plusieurs choses à la fois. Quand vous avez de bien les faire. En fait, quand on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois, notre cerveau est simplement en train d'alterner très rapidement entre les différentes choses qu'on demande de faire. Du coup, on ne les fait pas forcément très bien. C'est fatigant et on les fait super fatigant et on ne les fait pas forcément très bien. Donc, mesdames, non, nous n'avons pas de cerveau multitâche. Non. Donc ne culpabilisez pas. C'est ça. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire plusieurs choses en même temps. C'est normal. Mais pour revenir à cet épuisement professionnel qui toucherait plus facilement les femmes. Alors, est-ce qu'il touche plus facilement les femmes ou est-ce qu'on est dans une culture où c'est encore plus admis pour une femme d'admettre qu'elle se sent pas bien? L'homme, il y a un peu ce truc de « je ne dis pas, je serre les dents ». L'épuisement professionnel, a priori, il n'y a pas tant de différences de genre. Si on devait trouver des différences, c'est aussi par rapport au statut qu'on va avoir dans son métier, voilà, la fonction qu'on va avoir. Certaines fonctions font qu'on va être plus à risque d'épuisement professionnel. Après, par contre, très souvent, les hommes attendent très tard avant d'en parler. Mathieu Denis, vous qui êtes un homme, vous nous confirmez? Oui, je ne sais pas si ma qualité d'homme rejoint ça, mais c'est vrai que les femmes ont la capacité souvent de l'exprimer plus facilement quand elles ont ces petits signes qui apparaissent. On le voit bien, les troubles du sommeil qui vont apparaître, une difficulté à planifier, des choses comme ça qui apparaissent, alors que les hommes vont attendre beaucoup plus longtemps pour dire là, j'y arrive plus. Là encore, c'est culturel. C'est complètement. Mais c'est vrai que les femmes ont peut-être aussi plus de mal à lâcher prise. Finalement, est-ce que nous ne sommes pas nos meilleurs ennemis à vouloir toujours tout planifier, tout anticiper, faire en sorte que tout soit parfait tout le temps? Clairement, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la charge mentale. Toutes les personnes perfectionnistes sont plus à risque de surcharge mentale et d'épuisement. Et puis, il y a quand même une implication émotionnelle qui est plus forte culturellement chez les femmes. Et ça joue parce que quand on se dit « je ne suis pas bien parce que je ne fais pas bien les choses », il y a quelque chose qui est dissonant. Alors que les hommes, à la limite, ils disent « bon, j'ai fait, globalement, ça va ». Il n'y a pas cette culpabilité que peut ressentir absolument une femme. Alors, il y a une théorie aussi, une hypothèse très intéressante de la psychiatre que vous connaissez certainement, Aurélia Schneider, pour expliquer cette plus grande vulnérabilité des femmes face à la charge mentale. Et elle incrimine notamment nos rythmes hormonaux qui font que nous passons, nous, les femmes, notre vie à compter. Parce que c'est vrai que nos hormones féminines sont sécrétées de façon pulsatile à peu près toutes les 60-90 minutes. Donc nous avons en permanence des sous-comptages dans la tête, très subtils. On est tout le temps en train de calculer la date des règles, la date du syndrome prémenstruel, et on organise un peu notre vie en fonction de ces événements, ce qui pourrait nous amener à tout prévoir en permanence. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie que moi je trouve plutôt originale? Alors je ne m'étais jamais posé la question en ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez... Alors, ça m'ennuie toujours qu'on réduise les femmes à nos hormones, d'accord. À la physiologie. Après, il y a des grands rythmes, mais il y a probablement ces rythmes qui sont les rythmes infracircadiens, mais le plus grand rythme, c'est le rythme de la lumière. Or, on est tous soumis au même rythme de la lumière, au rythme des saisons. On sait très bien qu'à l'automne, ce n'est pas la saison la plus agréable de la vie. Donc, en fait, ces rythmes qui sont plus forts
Probablement, les hormones ont un rôle, comme partout, mais probablement moins important que des rythmes plus larges que sont la journée, que sont les saisons. Et justement, en parlant de rythme circadien, il y a les personnes qui travaillent la nuit ont un risque plus important, justement, de surchauffe mentale. Hein. Oui. Mais ça, c'est, à mon avis, en grande partie, à la réparation qui ne se fait pas. Le sommeil doit se faire la nuit. Hein, physiologiquement, nous sommes faits pour nous reposer la nuit. Et les personnes qui travaillent de nuit ne peuvent pas se reposer et donc pouvoir remettre à jour leur capacité cognitive. On ne se remet pas à zéro au milieu de la journée. C'est beaucoup plus compliqué. Le sommeil est réparateur. Hein, certains types de caractères peuvent-ils aussi rendre plus vulnérables à la charge mentale? On parlait du perfectionnisme. Est-ce qu'il y a d'autres traits de caractère? Alors moi, c'est celui qui me vient le plus spontanément. Après, peut-être d'un point de vue plus psychologique, des gens plus dépendants. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une reconnaissance de l'autre. Quand vous cherchez dans l'autre votre propre valorisation, bien sûr, vous êtes sensible aux petits éléments de défaut et donc vous n'allez pas vous louper, quoi. On veut que tout soit parfait. Pour que l'autre vous trouve bien. Bien sûr. Ah ouais. Et il y a aussi certains facteurs externes auxquels il faut être vigilant. Le harcèlement au travail, l'isolement. En 2021, 26% des salariés déclarent avoir été victimes de conflits et de harcèlement. Ça aussi, ça peut être un facteur de risque. Complètement. C'est vrai qu'en général, si je parle vraiment de la surcharge mentale dans le milieu professionnel, il y a deux éléments. La pression que je me mets, moi, et la pression que les autres me mettent. On nous met à nous. Exactement. Et c'est vraiment les deux éléments les plus importants. Alors, parfois, cette pression peut aller jusqu'à des cas très graves de harcèlement, mais sans être dans un système harcelant, le simple fait, on est tous connectés, on a nos mails qui sonnent tout le temps avec des notifications, et puis quand ce n'est pas les mails, c'est la messagerie interne de l'entreprise, et puis parfois c'est le téléphone et les réseaux sociaux. Il y a un moment, le cerveau dit stop, ça fait beaucoup trop d'informations et je ne peux pas tout traiter. Mais je pense que juste par rapport à ça, dans le domaine plus privé, pour les femmes, là, il y a aussi cette vigilance obligatoire, par exemple dans les transports. On sait que un quart des femmes ont été agressées au moins une fois dans les transports en commun. Ça crée une vigilance, donc ça prend de la charge mentale. Quand vous n'êtes jamais détendu parce que vous êtes dans un transport en vous disant qu'est-ce qui va se passer, c'est épuisant. Ah oui, bien sûr. Ouais, on est sous tension. Sous tension en permanence. Ça crée quand même une prise de disponibilité psychique qui ne devrait pas avoir lieu. Alors justement, quels sont les signes avant-coureurs d'une charge mentale excessive et qui doit nous alerter? Alors on va les observer sur 3 plans. Le premier, ça va être sur le plan cognitif. On le disait, on a tous des capacités limitées. Et c'est ces capacités-là qui trinquent en premier, si je puis dire. On n'arrive plus à se souvenir de certaines choses pour lesquelles on n'avait aucune difficulté auparavant. Donc notre mémoire qui commence à nous faire un peu défaut. On n'arrive plus à se concentrer. On n'arrive plus à faire le tri sur les différentes informations qui nous viennent. Donc vraiment sur le plan vraiment cognitif, premier aspect. Deuxième aspect, et c'est intéressant, c'est revenu pas mal dans le micro-trottoir, sur le plan émotionnel. On est plus irritable, on va s'énerver plus facilement, on perd un peu patience. Et ensuite, et ça a aussi été dit, sur le plan physique, l'expression « j'en ai plein le dos », je pense qu'elle ne vient pas de là pour rien. Voilà, des douleurs, alors ça peut être le dos, mais ça peut être ailleurs. J'ai entendu le ventre aussi, je crois. Des problèmes de sommeil, des problèmes de peau, d'eczéma. Tout à fait. Dans l'alimentation aussi, quand on est très fatigué, on va se mettre à avoir envie de manger plus gras, plus sucré. Ouais, on a une moins bonne immunité aussi, on attrape tous les virus qui passent. Qui n'a jamais été malade le premier jour de ses vacances parce que justement, on est en train de relâcher la pression. Ouais. Alors, comment se décharger de cette charge mentale, justement, avant qu'il ne soit trop tard et que la médecine conventionnelle soit obligée de vous mettre sous antidépresseurs parce que vous faites un burn-out, voilà. Parce qu'un matin, vous n'arrivez plus à vous lever, vous n'avez plus d'énergie, plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quelles sont vos solutions? Je pense déjà, votre remarque est intéressante. Le burn-out, ça s'applique autant au domaine professionnel qu'au domaine privé. On est bien en burn-out au niveau personnel quand on est en surcharge mentale. Première chose, c'est d'avoir le temps de dormir. C'est très simple, mais le sommeil permet de remettre à zéro beaucoup de choses. Il permet de passer en mémoire permanente des choses qui sont encore dans la grosse machinerie. Ouais. Et c'est important de dire, bon, ça y est, cette question, je l'ai réglée, je peux la mettre en stock et je la ressortirai du tiroir quand j'en aurai besoin. Là, j'ai plus besoin de m'y concentrer. Donc ça, c'est une première chose. On en discutait, c'est aussi cette capacité à reporter au soir certaines planifications, à ne pas dire j'y penserai demain matin. Sinon, ça pollue le sommeil, oui.
la fameuse to-do list, c'est un petit peu l'arme contre la charge mentale, si tant est qu'on l'utilise correctement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on conseille très souvent nous, aux salariés qu'on peut accompagner. On finit sa journée de travail par sa to-do list, et comme ça, tout est sur le papier, et ce qui est sur le papier, c'est plus dans notre tête. Et ça va effectivement aider à trouver le sommeil, parce que le sommeil est essentiel. Parce qu'on aura écrit tout ce qu'on a encore à faire. Et puis, ça peut être pas mal d'écrire aussi ce qu'on a déjà fait, la done list aussi, pour voir en termes de accomplir tout ce qu'on a pu accomplir dans la journée. Et il y a aussi tout ce qui est physique, puisque effectivement, faire de l'activité physique permet justement d'améliorer nettement nos capacités cognitives. Le fait de... d'oxygéner son cerveau aussi. Voilà, exactement. Le fait de lâcher prise, d'avoir un effort physique, ça améliore nettement et ça crée des endorphines, donc quand même des hormones du plaisir. Hein, donc c'est important de faire ça. Et c'est surtout un temps pour soi. Le sport, c'est un temps pour soi. Et on parlait tout à l'heure de votre plateforme Moodwork. Justement, je voudrais vous proposer un reportage sur cette plateforme qui accompagne les salariés dans leur quotidien professionnel pour que le travail rime avec épanouissement et non pas avec charge mentale. Regardez, c'est un sujet de Maxime Ray. Moodwork est une application digitale qui permet d'accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale et de bien-être au travail. Chaque utilisateur va pouvoir retrouver sur Moodwork 3 types d'outils. Des outils d'auto-évaluation qui permettent aux salariés de comprendre sa situation de bien-être au travail. Ensuite, des outils d'apprentissage qui permettent aux salariés de pouvoir travailler et de se sensibiliser sur des thématiques comme la gestion du stress, la gestion des émotions. Et enfin, un accompagnement disponible par des professionnels comme des coachs, des psychologues du travail ou encore des assistantes sociales. J'ai été confrontée à une situation où j'arrivais plus forcément à gérer ma charge de travail entre mon temps personnel et mon temps professionnel. On a ici le raccourci qui nous permet directement de cliquer sur « Prendre rendez-vous ». Moi, j'ai l'habitude de m'entretenir avec Alexandre Bonhomme, donc je vais prendre un rendez-vous avec lui. Bonjour Carla, comment ça va aujourd'hui ? C'est bien. Et la charge mentale, c'est un sujet qui est très très régulièrement abordé par les personnes qui ont des rendez-vous. Déjà, on va essayer de comprendre le problème de la personne. Et là, on va essayer de travailler dessus pour pouvoir la réhabituer, pour pouvoir lui donner de bons réflexes, de bonnes habitudes au travail. Grâce à ça, donc, j'ai pu me documenter, mais également être accompagnée par des professionnels qui me permettent de mettre en application certaines techniques ou astuces pour alléger cette charge de travail. Mais je ne savais pas que ça existait, moi, ce genre de plateforme. Je trouve qu'en prévention, c'est formidable, ça. Vous devez avoir des très, très bons retours. C'est important en prévention. Ce serait génial si tout le monde se disait « je décide aujourd'hui d'agir en prévention pour ma santé mentale ». Et pas d'attendre que ce soit trop tard. Ouais, on n'en est pas encore tout à fait là, je crois. Alors, pour terminer cette émission, quels sont les conseils essentiels qu'on pourrait donner aux personnes qui nous regardent, justement, pour éviter d'en arriver au burn-out et en surchauffe mentale ? On apprend à dire non. Les enfants, vers 3 ans, y arrivent très bien. Et puis après on oublie. C'est bizarre, on oublie. On apprend à dire non et à connaître ses limites et à les expliquer aux autres pour ne pas qu'elles soient dépassées. Être plus bienveillant avec soi-même aussi, peut-être. Absolument. Partager la planification dans le couple, vraiment la partager. Ne pas oublier. C'est pas mieux répartir les tâches ménagères, c'est partager la planification. Qu'on ne soit pas les seuls à devoir tout anticiper. Voilà. Et puis se projeter dans l'avenir, se dire est-ce vraiment important pour moi et pour les personnes avec qui je vis ? Est-ce que, en gros, si je laisse tomber ça, est-ce que ça va vraiment avoir un impact incroyable ? Donc, pouvoir se mettre sur du temps plus long que la réponse immédiate qui est mauvaise pour donc, et puis arriver à lâcher prise, à prendre des moments pour soi et à dormir aussi. Absolument. Merci, un grand merci à tous les deux. Beaucoup. Donc, les points clés à retenir de cette émission, se traiter avec douceur, accepter les compliments aussi, se récompenser et surtout accepter ce qu'on disait, que tout ne soit pas parfait. Arrêtons de culpabiliser, surtout nous, les femmes. Soyons parfois un petit peu égoïstes, relativisons et trouvons la bonne technique de relaxation. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tout ce qui est yoga, massage, méditation, c'est du temps pour nous, c'est du temps qui nous permet de lâcher prise et surtout de nous faire lâcher ce mental surpuissant. Voilà, un grand merci en tout cas à tous les deux d'avoir allégé notre cerveau aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord et d'ici là, prenez soin de vous.
Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.